Voilà, voilà, mes amis de WhatsApp. Esengo na ba wazalendo babotoli. Lelo eza ya koyinda. La victoire nous appartienne. Ata tozana minduki te, mena mayele oyo bapesa biso toko kende toko boto la bisika nyonso tu oyo walikali yango oyo ezongeli biso. FARDC victoire, 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 victoire. Nazo chato landa biso nyonso tu. Merci beaucoup. Disent les sources militaires des FARDC. Et jusqu'ici, pas un mot de démenti du côté rwandais ou du M23. Silence radio. Mais pourquoi ça compte autant? Parce que cette bataille, c'est pas juste une histoire de drapeau planté sur une mairie. C'est un symbole. Walikale, c'est une porte d'entrée vers les richesses de l'Est du Congo. Celui qui contrôle ce territoire contrôle un bout du puzzle économique qui fait saliver les puissances étrangères. Et les Wazalendo, avec l'appui des FARDC, viennent de prouver qu'ils peuvent tenir tête à une machine de guerre bien huilée, soutenue, selon Kinshasa, par le Rwanda de Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le terrain? Comment Wazalendo ont-ils pu faire vaciller une armée qu'on dit invincible? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? D'abord, parlons de cette offensive. Imaginez la scène, des combattants Wazalendo, souvent mal équipés, qui avancent dans la brousse face à des RDF armés jusqu'aux dents. Pendant des jours, ils ont harcelé les positions ennemies, coupant les lignes de ravitaillement, frappant là où ça fait mal, et puis il y a eu ce moment clé, autour du 30 mars, où ils ont percé les défenses autour de Walikale. Les RDF ont vu le vent tourner. Leurs officiers ont donné l'ordre de décrocher, emportant leurs armes lourdes et laissant derrière eux une ville en ébullition. Les FARDC, l'armée régulière congolaise, n'étaient pas en reste. Des sources militaires parlent de frappes aériennes précises, avec des Sukhoi 25 et des drones CH-4 qui ont pilonné les positions ennemies. Résultat, les RDF ont fui et les Wazalendo ont planté leur drapeau au centre de la ville. Mais ne vous y trompez pas, cette victoire a un prix. Les combats ont été sanglants. Des civils ont été pris entre deux feux, des maisons détruites, des vies brisées. Et pourtant, dans les rues de Walikale, on entend des cris de joie. Pourquoi? Parce que pour les habitants, c'est plus qu'une libération militaire. C'est une revanche sur des années d'humiliation, de pillage, d'occupation. Les Wazalendo, eux, ne sont pas des soldats de métier. Ce sont des fils du pays. Des gars qui ont pris les armes parce qu'ils en avaient marre de voir leur terre pillée par des forces qu'ils accusent d'être téléguidées depuis Kigali. Et avec les FARDC à leur côté, ils ont montré qu'ils pouvaient renverser la vapeur. Mais voilà où ça devient intéressant. Cette victoire soulève une question brûlante. Est-ce qu'on assiste à un tournant dans ce conflit? Parce que les Wazalendo ne s'arrêtent pas là. Dans le sud Kivu et le nord Kivu, ils continuent d'infliger des pertes lourdes aux RDF. Des embuscades, des raids éclairs, ils frappent comme des guêpes. Et les Rwandais, malgré leur puissance, semblent perdre du terrain. Alors, est-ce que Kagame, le grand stratège de la région, est en train de perdre la main, ou est-ce qu'il prépare une contre-attaque qui pourrait tout changer? Pour comprendre ça, il faut zoomer un peu en arrière. Le conflit dans l'est du Congo, c'est une cocotte-minute qui bout depuis des décennies. D'un côté, vous avez la RDC, un géant aux pieds d'argile, riche en ressources, mais miné par la corruption, et une armée souvent désorganisée. De l'autre, le Rwanda, petit mais redoutable, accusé par Kinshasa et l'ONU de soutenir le M23 pour garder un pied dans les minerais congolais. Et au milieu, des Wazalendo, qui oscillent entre héros locaux et groupes incontrôlables. Pendant longtemps, les RDF et le M23 ont eu l'avantage. Ils ont pris Goma, Bukavu et même Walikale, avançant comme un rouleau compresseur.
Mais là, quelque chose a changé. Les Wazalendo, appuyés par une FARDC qui semble enfin se réveiller, ont repris l'initiative. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? D'abord, l'unité. Les Wazalendo et les FARDC, souvent en désaccord, ont mis leurs différends de côté pour frapper ensemble. Voilà. Ensuite, la tactique. Plutôt que de se lancer dans des batailles frontales perdues d'avance, ils ont joué la guérilla. Frappe rapide, repli stratégique, et puis ce coup fatal autour de Walikale. Voilà. Et enfin, le moral. Les Wazalendo se battent pour chez eux. Chaque colline, chaque village, c'est leur sang, leur histoire. Face à eux, les RDF, même bien entraînés, commencent à montrer des signes de fatigue. Les désertions se multiplient, les officiers doutent. Et quand vos hommes ne croient plus en la cause, même les meilleures armes ne suffisent pas. Mais attention, ne crions pas victoire trop vite. Les RDF ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Retirer leurs armes lourdes et leur cadre politique de Walikale, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ils battent en retraite pour de bon, soit ils se réorganisent pour revenir plus fort. Et puis, il y a Kagame. Cet homme n'est pas du genre à lâcher prise. À Kigali, on murmure qu'il pourrait envoyer des renforts, ou pire, activer d'autres groupes rebelles pour reprendre le contrôle. Parce que pour le Rwanda, perdre Walikale, c'est perdre une artère vitale vers les minerais du Congo. Et ça, Kagame ne l'acceptera pas facilement. Et si on creuse encore plus loin? Certains disent que cette victoire des Wazalendo cache un jeu plus grand. Les FARDC ont utilisé des drones et des avions de combat. D'où viennent ces joujoux? La RDC n'est pas connue pour son arsenal high-tech. Est-ce que des puissances étrangères, la Chine, la Russie ou même des alliés africains, ont mis la main à la pâte? Et si oui, pourquoi? Parce que dans ce coin du monde, personne ne fait rien gratuitement. Chaque missile tiré, chaque ville libérée, c'est une pièce sur l'échiquier géopolitique. Et pendant que les Wazalendo célèbrent, d'autres pourraient déjà être en train de tirer les ficelles. Mais revenons sur le terrain, parce que c'est là que tout se joue. À Walikale, les Wazalendo ont fait plus que reprendre une ville. Ils ont envoyé un message aux RDF, au M23, à Kagame, vous n'êtes pas invincible. Et ce message résonne bien au-delà du nord Kivu. Dans le sud Kivu, où les combats font rage, les Wazalendo redoublent d'efforts. À Goma, à Bukavu, les habitants reprennent espoir. Et à Kinshasa, Félix Tshisekedi, le président congolais, peut enfin bomber le torse. Après des mois de défaites humiliantes, cette victoire lui donne un peu d'air. Mais pour combien de temps? Parce que voilà le hic. Les Wazalendo sont forts, mais ils ne sont pas une armée. Ce sont des groupes disparates, souvent mal coordonnés, qui dépendent du soutien des FARDC pour tenir le coup. Et les FARDC, soyons honnêtes, c'est pas l'armée suisse. Corruption, désertion, manque de moyens, ils ont autant de failles que de soldats. Alors, est-ce que cette alliance tiendra face à une contre-offensive rwandaise? Ou est-ce qu'on assiste juste à une éclaircie avant la tempête? Et puis, il y a les civils. La libération. Mais à quel prix? Les Wazalendo disent se battre pour eux. Mais parfois, les balles ne font pas la différence entre un ennemi et un innocent. Et si les RDF reviennent, comme beaucoup le craignent, ce sera encore eux qui paieront le plus lourd tribut. Alors, victoire, oui, mais pour qui, au final? On arrive au moment où tout se cristallise. La vraie bombe, c'est pas juste que Walikale soit libéré, c'est que cette bataille pourrait être le début de la fin pour l'emprise rwandaise sur l'est du Congo. Pendant des années, Kagame a joué ses cartes comme un maître, utilisant le M23 et les RDF pour garder la main sur les minerais qui font tourner son économie. Mais là, il vacille.
Les Wazalendo, ces gars qu'on prenait pour des amateurs, ont montré qu'ils pouvaient le faire saigner. Et si d'autres Wazalendo, d'autres régions, suivent leur exemple, si les FARDC se réveillent pour de bon, alors ce qu'on voit à Walikale, c'est pas juste une ville reprise, c'est peut-être le premier domino qui tombe. Mais ne rêvons pas trop. Kagame n'est pas fini. Il a des alliés, des ressources et une détermination en acier. Et les Wazalendo, aussi courageux soient-ils, ne peuvent pas gagner cette guerre seuls. Alors, où va-t-on à partir de là? Vers une paix fragile, négociée à coups de pourparlers à Doha ou ailleurs, ou vers une escalade qui pourrait embraser toute la région des Grands Lacs. Une chose est sûre, ce qui se passe à Walikale aujourd'hui, c'est pas juste une victoire locale, c'est un cri qui résonne dans tout le Congo, et peut-être au-delà. En résumé, Walikale Centre est de nouveau congolais, grâce à une offensive audacieuse des Wazalendo et des FARDC. Les RDF ont plié, mais le match est loin d'être terminé. Cette bataille montre que le vent peut tourner, même face à une puissance comme le Rwanda. Mais elle pose aussi des questions. Qui tire vraiment les ficelles? Et surtout, qui paiera le prix de la prochaine manche? Parce qu'au Congo, chaque victoire a un goût amer, teinté de sang et d'incertitude. Ce qui est certain, c'est que cette guerre est loin d'être finie. Et ce qu'on voit aujourd'hui à Walikale pourrait bien être le prélude à quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous avez trouvé ça captivant, attendez de voir ce qui se trame dans les coulisses de ce conflit. Cliquez sur la vidéo suivante. Le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours solennel d'ouverture. Mesdames et Messieurs, le 2 août 2023, je présidais, non sans émotion et chagrin, mais surtout avec détermination et résilience, les premières commémorations nationales du Génocauste, journée solennelle dédiée à la mémoire des dizaines de millions de Congolaises et Congolais victimes au cours des dernières décennies d'actes indescriptibles de barbarie et de cruauté. Ces actes, orchestrés par certaines puissances régionales et leurs complices internes, ont été motivés uniquement par leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts les ressources naturelles de notre pays, à occuper nos terres par la destruction ou la déportation forcée de certaines communautés locales dans le seul but de déstructurer notre identité nationale. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocauste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Je vous remercie. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui
d'un pays aux ressources naturelles abondantes se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Longtemps ignorée ou minimisée par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger.